Bonjour chers WeBasketteurs et WeBasketteuses, j'espère que vous allez très très bien. Pour ma part, je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de l'émission Entre deux. De l'émission Entre deux, émission consacrée à 100% au basket féminin, disponible tous les lundis à 19h pour un nouvel épisode hebdomadaire sur notre page Facebook WeBasket TV, sur YouTube, sur la chaîne YouTube de WeBasket TV, sur ProAm Media, sur le site internet, sur donc la page Facebook de ProAm Media, sur le site internet www.webasket.tv. Comme d'habitude, un menu. Vous voyez, on va parler de l'Open de France qui s'est terminé hier, samedi plus exactement d'ailleurs, ce week-end, avec la victoire, avec une victoire finalement tout à fait attendue. On va parler un petit peu des compétitions internationales de jeunes qui se passent cet été, comme tous les étés. On va parler également des tirages au sort qui ont eu lieu cette semaine, qui concernent les Coupes d'Europe et aussi la Coupe de France. Et enfin, on terminera comme maintenant depuis un petit moment, c'est quasiment la tradition, on terminera par un point sur la WNBA et je vous ferai un focus sur deux équipes, comme la dernière fois. Allez, c'est parti. J'espère que vous êtes prêts, j'espère que vous allez participer et me donner pas mal de petits commentaires sur les vidéos. Je regarde ça avec beaucoup d'attention et moi j'aime beaucoup quand vous participez et quand vous relancez un petit peu le débat. Allez, on va parler de l'Open de France 3-3. Ça s'est passé ce week-end, ça s'est terminé ce week-end avec, je vois que j'ai pas la fenêtre correctement, voilà, hop, avec la victoire de Las Campeonas. Alors Las Campeonas, je vais y arriver, voilà. Las Campeonas, tout simplement, c'est Caroline Herriot, Acitan Kone, Marie Manet et Victoria Majeko-Dumni. Et bien en fait, c'est quasiment, enfin en tout cas, Caroline Herriot et Acitan Kone ont gagné les Jeux européens de 3-3 quelques semaines avant. Si vous avez suivi l'actualité, si vous avez suivi l'émission Entre deux, vous l'avez vu. Donc c'est une partie de l'équipe de France, la moitié de l'équipe de France qui a gagné ces Jeux européens. Et elles ont gagné en finale face à Poitiers Medley, qui était composé de Marie-Ève Paget, Anna Maria Philippe, Laetitia Guapo et Myriam Djekundade. Et en fait, Marie-Ève Paget, Anna Maria Philippe et Laetitia Guapo, c'est l'équipe qui a fini médaille de bronze à l'Euro. 3-3, voilà, cette année. Donc en fait, c'est les deux équipes de France finalement ces deux compétitions s'étaient passées quasiment au même moment, donc la fédération avait choisi d'envoyer deux équipes différentes dans les deux compétitions, bien leur en a pris, puisqu'elles ont eu des résultats toutes les deux, et là finalement elles se sont un peu retrouvées comme une espèce de finale, finale de très haut niveau d'équipe de France, finale européenne finalement, et c'est Las Campeonas qui réalise un back-to-back, puisque c'était déjà cette équipe-là qui avait gagné qui avait tout simplement gagné l'Open de France l'année dernière, l'Open de France 3-3. D'ailleurs, j'ai fait un petit point, vous voyez à l'écran, probablement aussi, ces joueuses sont des joueuses qu'on a l'habitude de voir en ligue féminine, puisque Caroline Herriot, bien entendu, c'est la meneuse emblématique, maintenant on peut le dire, de la Roche-Vendée. Acitan Kone était à Mondeville l'année dernière, était à Montpellier, je crois, l'année d'avant, et sera à Saint-Amand la saison prochaine, accompagnée de Marie Manet, qui va refaire son retour dans la LFB. Victoria Majeko-Dumni était à Landerneau cette année, et sera à Calais en Ligue 2 l'année prochaine. Marie-Ève Paget était à Charleville en compagnie d'Anna Maria Philippe la saison dernière. La première sera à Basketland et la seconde ira en Pologne à Polkowice. Laetitia Guapo fait partie de l'équipe qui monte en Ligue féminine, l'équipe de Charnay. Et Myriam Djekundade était à Mondeville l'année dernière et sera à Landerneau la saison prochaine. Donc félicitations en tout cas à Caroline Herriot, Acitan Kone, Marie Manet et Victoria Majeko-Dumni. Et on va passer au sujet suivant, puisqu'il y a aussi une actualité qui concerne l'actualité, donc c'est une actualité internationale, voilà, les compétitions de jeunes. Tiens, je vais vous poser une question. Je vais vous poser une question quand même sur le 3-3. On va revenir sur le 3-3. La Fédé a annoncé depuis maintenant 2 ou 3 saisons vraiment la volonté de créer un championnat professionnel de 3-3
C'était censé commencer, je crois, en 2019. Donc, je sais plus si c'était 2018-2019 ou 2019-2020. Apparemment, moi, j'ai pas trop de nouvelles par rapport à ça. Je vois pas. Enfin, apparemment, ça a l'air d'avoir du mal à se mettre en place. Mais dites-moi, vous qui êtes fan du basket 5-5, est-ce que ça vous intéresse d'avoir un championnat de France professionnel de basket 3-3? Ça, c'est vraiment une question importante. Est-ce que si vraiment il existe si on arrive à mettre en place une compétition de très haut niveau dans le basket 3-3, est-ce que vous vous déplaceriez le week-end pour aller voir ces matchs-là, payer votre place? Allez-y, dites-moi ça en commentaire, c'est très intéressant de savoir un petit peu ce que pense le public et notamment les fans de basket 5-5, le basket classique, de ce basket 3-3. Est-ce qu'ils sont prêts à se déplacer dans les salles et à aller payer des tickets? Allez, on passe au sujet suivant. Jeunesse internationale, les compétitions internationales. C'est terminé le mondial U19 auquel l'équipe de France n'était pas conviée, ayant terminé 7e au dernier Euro U18, je crois. Elle n'était pas qualifiée automatiquement pour ce mondial U19. Et on a retrouvé un classique, les États-Unis qui ont conservé leur titre. D'ailleurs, c'était les tenants du titre du mondial U19. Les États-Unis qui ont gagné à nouveau, mais uniquement de 4 points face à l'Australie. Regardez quand même, c'est deux grosses nations qu'on a retrouvées vainqueurs de la Coupe du Monde en 2018 en Espagne. On retrouve la même affiche finalement chez les jeunes. Vous voyez le match pour la 3e place? Espagne-Belgique. Là encore des grandes nations européennes. Encore l'Espagne. Même chez les jeunes, l'Espagne est performante. Donc l'Espagne a terminé 3e. Ensuite, pour la 5e place, c'est la Chine. La 6e place, c'est le Canada. Même chose, c'est des nations qu'on retrouve chez les adultes. Et vraiment, je voudrais mettre un point d'honneur à l'équipe du Mali. Enfin, donner, entre guillemets, des félicitations à l'équipe du Mali, l'équipe de U19 du Mali. Il faut savoir que chez les U19, il y a eu un mondial chez les garçons. Le Mali est arrivé en finale et a éliminé l'équipe de France en demi-finale, chez les garçons. Et là, chez les filles, elles font un très bon mondial et elles terminent à la 7e place. Donc le Mali est en train peut-être de devenir une grosse nation de basket. Alors on sait qu'il y a le Sénégal, on sait qu'il y a le Nigeria qui ont fait notamment des bonnes prestations en Coupe du Monde là en 2018. Rappelez-vous, même je crois que le Sénégal était peut-être la première équipe à avoir gagné un match, et la première équipe africaine à avoir gagné un match, et le Nigeria était la première équipe à être sortie des groupes. Le Nigeria était allé en quart de finale, rappelez-vous. Donc très 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 intéressant de voir l'évolution du basket africain. Et là on voit que le Mali se positionne chez les jeunes, ce qui n'est pas forcément évident justement pour les équipes africaines de se positionner chez les jeunes. Donc à voir ce que ça va donner. En France, on connaît quelques joueuses qui sont issues du Mali. Je ne les ai plus forcément en tête, mais il y a eu Mima Koulibaly, ça c'est sûr et certain. Et je crois Djene Diawara qui est également issu du Mali. Je ne voudrais pas dire de bêtises, peut-être que c'est un autre pays. En tout cas, donnez-moi en commentaire, tiens, si vous avez des joueuses de ligue féminine qui sont maliennes en tête, n'hésitez pas à me donner un petit coup de main. C'est une manière aussi de leur rendre hommage et de rendre hommage à ce pays qui a l'air de bien travailler au niveau de la formation des jeunes. J'espère qu'on les retrouvera dans les années futures. Au niveau des compétitions internationales, donc il y avait le mondial U18 là, qui s'est terminé cette semaine. On va avoir l'Euro U20 qui va commencer le 3 août. Donc voilà, c'est dans quelques jours. Ce sera en République tchèque. La finale aura lieu le 11 août. Et donc ça commence donc samedi avec, là pour le coup, l'équipe de France coachée par Jérôme Fournier est invitée. Pour l'Euro, samedi, ce sera France-Allemagne. Dimanche, ce sera Italie-France. Sûrement, on pourra suivre ces matchs-là sur les chaînes YouTube de la FIBA. Bien entendu, sur WeBasket, on mettra les liens, que ce soit sur la page Facebook ou sur notre site surtout. On mettra les vidéos dans notre site. Comme ça, vous pourrez facilement accéder au match. Lundi, ce sera France-Pays-Bas, et ensuite mercredi, jeudi, samedi, dimanche, ce sera 8e, quart, demi et finale. Donc cette équipe, elle est coachée par Jérôme Fournier.
Et on a 3 joueuses qu'on connaît bien en Ligue féminine qui ont eu beaucoup de temps de jeu cette saison en Ligue féminine. C'est Tima Pouille du TGB, Océane Montpierre de La Roche-Vendée et Nabala Fofana. Donc 3 joueuses qui ont joué vraiment autour de 20 minutes par match à peu près, enfin surtout en fin de saison d'ailleurs. Et puis une chose à dire également, dernière chose, 7 victoires sur 9 matchs en préparation. De mémoire, il y a eu juste 2 défaites contre le Japon et la Russie. Apparemment une bonne préparation de la part de l'équipe de France. La même chose, je vais vous poser une question. Est-ce que d'après vous, cette équipe de France U20 fera aussi bien, voire mieux, que leurs aînés de l'équipe de France senior qui ont donc été finalistes de l'Euro 2019 et défaites par l'Espagne en finale? Est-ce que cette équipe de France peut faire mieux, sachant que il y aura probablement aussi pas mal d'adversité, et notamment du côté espagnol, je l'imagine. Allez, dites-moi ça en commentaire. Est-ce que vous pensez que cette équipe, vous pouvez aller voir la liste complète, hein, il y a aussi les 2 jeunes joueuses qui ont joué un petit peu, avec Lyon Asvel en finale. Je crois que c'est les noms, c'est Franchelin et j'ai oublié l'autre nom. Et puis il y a aussi Hélène Yakovlevich qui a joué un tout petit peu avec Villeneuve cette saison et qui sera à Landerneau la saison prochaine. Allez, on passe au sujet suivant. Nous allons passer au tirage au sort de plusieurs compétitions. Donc il y avait l'Euroleague, l'Eurocup et la Coupe de France. C'est sorti cette semaine. Au niveau de l'Euroleague, alors il y a d'abord un tour préliminaire. Le tour préliminaire concerne Montpellier notamment, et concerne aussi l'équipe de Botas, de Gdynia, qui est une équipe polonaise. Botas, c'est une équipe turque. Ensuite, le BLMA, donc Montpellier, LAT Montpellier, qui sera opposé à l'Olympiakos. L'Olympiakos, qui est une équipe grecque, bien entendu, hein, très très célèbre au niveau de sa section masculine notamment. Et puis on aura le Reyer Venise qui sera opposé au DVTK, Miskolc. Un DVTK, c'est un nom qu'on retrouve assez souvent, donc c'est une équipe hongroise, c'est la 2e équipe hongroise derrière Sopron. Et donc on a les groupes. Donc ces 3 confrontations donneront 3 qualifiés supplémentaires qu'on retrouve dans les groupes. Au niveau du groupe A, nous avons les Castors de Brenne qui seront avec l'USK Prague, demi-finaliste de la dernière Euroleague, avec Kukurova, le vice-champion de Turquie, le gagnant du qualifié du Q3, hein, du Qualifier 3, entre Reyer Venezia et DVTK. A priori, avantage au Reyer Venezia, mais ça reste une Coupe d'Europe, on verra bien. Ça reste des matchs éliminatoires. Dans ce groupe A, il y a aussi Bourges, il y a aussi Nadezhda Orenbourg. Attention à Nadezhda Orenbourg, hein, l'équipe qui a gagné l'Eurocup. Vraiment un ogre russe également, qui a gagné l'Eurocup face à Montpellier. Même si il n'y avait pas un énorme écart entre les 2 équipes. Montpellier a fait mieux que se défendre. On va retrouver l'équipe de Riga, hein, l'équipe lettonne, oui ça suffit, lettonne. Et l'ogre absolu, hein, l'UMC Ekaterinbourg, double vainqueur de la compétition ces dernières années, et puis quintuple vainqueur de la compétition. Hein. La grosse équipe. Au niveau du groupe B, c'est là où on va retrouver Lyon Asvel féminin, en compagnie de Fenerbahçe, en compagnie de soit Botas, soit Gdynia, l'équipe polonaise. Également, soit du BLMA, soit d'Olympiakos. Donc potentiellement, on aurait 2 équipes françaises dans ce groupe. Sopron Basket, quart de finaliste également de la dernière Euroleague. Famila Basket Sikio, l'équipe de Pierre Vincent et de Sandrine Gruda. Spar City Leaf Girona, donc l'équipe de Magali Mendy, champion d'Espagne, hein, donc qui a été champion d'Espagne cette année aux dépens de Salamanque, qui habituellement, Salamanque était champion d'Espagne depuis quelques années. Et Dynamo Koursk, bien entendu. Là, l'équipe finaliste de la dernière Euroleague. Par rapport à ça, je vous laisse regarder les tableaux.
Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on va avoir voilà, on va avoir nos deux équipes francophones de chaque côté. On a les Castors Brennes et puis avec Bourges, et de l'autre côté, on aura Lyon avec Montpellier. J'ai une question à vous poser par rapport aux Français. Dites-moi, est-ce que nous aurons, allez, combien d'équipes françaises aurons-nous en quart de finale? Combien d'équipes françaises aurons-nous en quart de finale? 0, 1, 2 ou 3? Dites-moi ce que vous en pensez. Regardez un petit peu les groupes. Vraiment, alors, pour rappel, Bourges était allé en quart de finale l'année dernière, éliminé par Sopron. Je vais vous remettre ça. Et puis, donc, d'ailleurs, c'est la seule équipe qui était déjà l'an dernier en Euroleague et qui est à nouveau en Euroleague cette année. Puisque l'an dernier, on avait Charleville et Villeneuve qui ne sont pas là cette année. Charleville sera en Eurocoupe, on le verra plus tard, et Villeneuve ne fait pas de Coupe d'Europe. Donc, à la place de ces deux équipes, on a Lyon-Asvel, le champion en titre, et peut-être, possiblement, donc le BLMA, Latte Montpellier, s'il arrive à se défaire d'Olympiakos. Et donc, au niveau de Bourges, on dirait que c'est à nouveau jouable. C'est pas tout à fait le même groupe, d'ailleurs. Là, il y aura Prague. Déjà, Prague était déjà dans le groupe de Bourges l'année dernière, et puis Ekaterinbourg aussi. Je crois que ce sont les deux équipes, et puis Brennes également. Je pense que c'était trois équipes qui étaient déjà dans le groupe de Bourges. Il faudra que je me rafraîchisse un petit peu la mémoire. J'ai pas regardé ça en préparant l'émission. Mais en tout cas, ça a l'air jouable. Je pense que ça va peut-être se jouer avec Nadezda, avec Prague, un petit peu. Et Kukurova, ça c'est un point d'interrogation. Comment sera cette équipe? Apparemment, c'est une équipe qui a pas mal bougé par rapport à l'année dernière. Et de l'autre côté, bon, bien sûr, il n'y a pas Ekaterinbourg, mais on dirait qu'il y a une densité plus forte entre les équipes de même niveau. Quand on voit Familascio, quand on voit Gérone, quand on voit Fenerbahçe, Sopron, voilà, c'est quatre équipes de niveau intermédiaire. Alors, ajoutez à cela peut-être Lyon et peut-être Montpellier. Effectivement, et Dynamo Koursk qui a l'air au-dessus. Et en fait, il y a moins de faibles équipes a priori. En tout cas, si ce n'est peut-être le dernier qualifié en dehors de Montpellier, donc qui serait le Q1, ce serait soit Bottas, soit Gdynia. Là, apparemment, le qualifié de ces deux équipes-là, il serait plutôt en dessous. Alors dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez? Pensez-vous qu'on aura 0, 1, 2 ou 3 équipes en quart de finale de l'Euroleague? Allez, on passe à l'Eurocoupe. Au niveau de l'Eurocoupe, alors j'espère que vous verrez bien, parce que là du coup il y a beaucoup plus d'équipes, donc c'est écrit plus petit. En Eurocoupe, il y a une conférence Est et une conférence Ouest. Alors c'est plutôt bien, parce que du coup ça permet de limiter un petit peu les déplacements, puisqu'il y a un regroupement géographique. Au niveau donc de l'Ouest, on trouve des équipes espagnoles, portugaises, françaises, belges, suisses, et puis visiblement hongroises. Donc la Hongrie est un petit peu avec les pays de l'Ouest. Je ne sais pas trop pourquoi d'ailleurs. Je ne sais pas si c'est forcément plus proche que les autres. Oui, peut-être, oui. Et ensuite, dans les pays de l'Est, on a les Turcs, les Tchèques, les Polonais, Israéliens, Suédois, Roumains. Et ensuite, ça c'est Biélorussie, et puis un drapeau que je ne connais pas, là, BC Pristina. Ça doit être un pays de l'Est. Alors, dans ces groupes-ci, là, on retrouve Basketland, qui est dans un groupe avec PAC-PEX, qui est une équipe hongroise, et EAC10 Basket, qui est une équipe espagnole, et le perdant du barrage donc de l'Euroleague, qui oppose Reyer Venezia à DVTK. A priori, c'est plutôt ouvert pour Basketland, en plus Basketland qui aura une belle équipe l'année prochaine. Et dans le groupe J, c'est assez marrant, ça arrive un petit peu comme l'an dernier. L'an dernier, de mémoire, c'est Tarbes et Basketland qui étaient dans le même groupe. Ou alors c'était Tarbes et Lyon, je ne sais plus. En tout cas, il y avait deux équipes françaises qui étaient dans le même groupe. Et là, rebelote, on a les Flammes Carolo qui seront dans le même groupe que La Roche-Vendée.
accompagné d'une autre équipe francophone, Liège, les Panthères de Liège, donc une équipe belge, et une troisième équipe même plutôt francophone, hein, même si Fribourg n'est pas totalement francophone, c'est une équipe suisse à majorité francophone. Donc on a un groupe francophone, vraiment groupe J, avec les Français, les Belges et les Suisses. Donc à voir, qu'est-ce que ça va donner? Est-ce que les deux Français arriveront en tête? En tout cas, belle expérience à vivre pour ces équipes-là. Essayer de se qualifier pour l'Eurocoupe, les Coupes d'Europe, c'est quand même toujours un parfum particulier. Mais dites-moi la même chose, en Eurocoupe, est-ce que vous pensez que sortiront des groupes? Alors je crois que ça débute en 8e, voire même en 16e de finale, hein. Il y a tellement d'équipes, et en plus, ensuite, les équipes d'Euroleague qui sont rebasculées, hein, les 5e et 6e de chaque groupe d'Euroleague, donc on a 4 équipes qui vont revenir jouer l'Eurocoupe. Donc je crois même que quand on sort des groupes, on se retrouve en 16e de finale. Est-ce que vous pensez qu'on aura 0, 1, 2 ou 3 équipes françaises qui participeront aux éliminatoires, enfin en tout cas à la phase finale de l'Eurocoupe, qui passeront les groupes? Dites-moi ça en commentaire, ça m'intéresse. Et puis n'hésitez pas à citer d'ailleurs. Je vous ai posé la question aussi pour l'Euroleague. N'hésitez pas à me dire quelles équipes sortiront des groupes, quelles équipes, d'après vous, sont les mieux armées pour aller disputer les derniers tours des Coupes d'Europe. Allez, je vais passer donc à une autre compétition qui n'est pas internationale, qui est nationale, qui est la Coupe de France. On a eu les tirages au sort qui se sont faits, hein, puisque ça va débuter fin septembre. Le vendredi 27 septembre pour être exact, on aura le premier tour de Coupe de France qui représente un 32e de finale. Alors même si en fait il n'y a pas vraiment 32 matchs, hein, il y en a que 6. Donc c'est un peu particulier la Coupe de France, c'est-à-dire que c'est vraiment un échelonnage. On commence par les divisions inférieures, puis petit à petit on fait rentrer la LFB, puis petit à petit on fait rentrer je crois les deux finalistes de LFB, hein, donc je pense que ce sera Lyon et Montpellier qui vont rentrer un petit peu plus tard, un tour plus tard. Je ne sais plus si c'est en 8e ou en quart. En tout cas, on a les deux invités de National. En fait, grosso modo, on a les 4 équipes qui ont participé au play-off de montée, au play-off d'accession de National à Ligue 2. Les deux vainqueurs qui étaient Grafenstaden et la Tronche-Mélan, qui eux ont été promis en Ligue 2, et les deux vaincus, Voiron et Orthez, qui eux restent en NF1, mais qui sont invités à disputer la Coupe de France des professionnels. Pour rappel, la finale du trophée Coupe de France opposait la Tronche-Mélan à Voiron, et c'est la Tronche-Mélan qui a gagné le trophée Coupe de France l'année dernière. Donc la Tronche-Mélan ne pourra pas succéder à soi-même, et la Voiron ne pourra pas aller en finale non plus du trophée Coupe de France. Ces deux équipes vont jouer la Coupe de France, la grande Coupe de France, la Coupe de France des professionnels, le challenge Joé Jaunet. Donc on aura Voiron face à Montbrison, Voiron NF1 face à Montbrison Ligue 2, Orthez NF1 face à Toulouse Ligue 2. Donc ça se joue en un seul match, hein. Ça se joue en un match sec, il n'y a pas de match aller-retour. Grafenstaden recevra Reims, la Tronche-Mélan recevra Chartres, Aulnois recevra Calais et Rezé recevra Angers. Vous avez aussi sur le côté les dates, hein, vous voyez que les dates des 32, 16, 8, quarts, demi-finale et finale. Donc ce sera en septembre, en novembre, en décembre, en septembre, en octobre, en décembre, 2 matchs. À mon avis, il y a une erreur sur les matchs du mois de février, parce que c'est le jour et le lendemain, le quart et demi-finale. Attendez, il y aura un Final Four. Ça semble indiquer qu'il y aura, où ça va se jouer sur... c'est bizarre, les quarts de finale sur 2 jours, le 15 et le 16 février. Ça me dit rien, ça faudra que je regarde. Si vous avez des infos par rapport à ça, je trouve ça curieux qu'on ait deux matchs comme ça, le 15 et le 16, les quarts de finale et les demi-finales qui jouent en 2 jours. Je trouve ça assez curieux, ça ne me dit rien. Et donc bien entendu la finale le 25 avril 2020 à Bercy. J'ai une question à vous poser parce que moi je me la pose depuis quelque temps. Est-ce que vous trouvez que cette Coupe de France, notamment le format de la compétition, est si intéressant que ça?
Notamment, en plus, il y a vraiment deux Coupes de France. Il y a la Coupe de France des amateurs et la Coupe de France des professionnels. Si on peut citer un exemple, c'est la Coupe de France de foot, qui est une véritable institution dans le foot, où tous les ans, il y a des amateurs qui battent des professionnels, et puis ça donne un engouement populaire vraiment unique. Alors nous, déjà, dans le basket féminin, on sépare les amateurs et professionnels. Dans le basket masculin, c'est pareil. Déjà, est-ce que vous trouvez ça bien? Moi, je trouve que la Coupe de France, elle a vraiment du sens quand elle concerne tous les clubs de France. Et ça, je trouve ça vachement bien. Donc voilà, je réponds un peu. Je réponds un peu à la question. Je trouve que ce format là, de séparer les amateurs et les professionnels, oui, c'est sympa. On a des amateurs qui arrivent. On est sûr d'avoir des amateurs à Bercy. Mais bon, ils jouent pas non plus la même coupe. Et les professionnels, ils jouent entre eux. Donc il y a 12 équipes en Ligue 1, en Ligue féminine. On a 12 équipes en Ligue 2 et 2 équipes de nationale. Donc en tout, on n'a que 26 équipes qui participent. Et en plus, vraiment, en fait, là, ça fait 3 années que Bourges gagne d'affilée, et ça fait 3 années que Bourges rentre en dernier dans la compétition dès les huitièmes de finale. Je crois que c'est les huitièmes de finale. Donc grosso modo, il y a beaucoup moins de matchs à gagner. Donc là, cette année, ce sera Lyon et Montpellier qui rentreront en dernier. Donc ça favorise énormément, je trouve que ça favorise énormément les grosses équipes. Ont-elles déjà besoin d'être favorisées par rapport à ça d'ailleurs. Et finalement, je trouve que le format, il n'y a pas beaucoup de matchs non plus. Finalement, vous voyez, il n'y a que 6 matchs, il n'y a que 6 tours. Je me demande si c'est pas une compétition un petit peu au rabais. Alors forcément, ça finit à Bercy. Forcément, les joueuses adorent gagner à Bercy. Je pense que si on leur demande, pour elles, ça représente quelque chose d'important. Mais je trouve quand même que c'est une compétition, et en plus, on donne un ticket d'Euroleague. On donne un ticket d'Euroleague au vainqueur de la Coupe de France. C'est pour ça que Bourges sera encore cette année en Coupe de France, en Euroleague. De toute façon, si on avait donné ça aux 3 meilleures équipes du championnat, Bourges l'aurait eu aussi, mais peut-être en tour préliminaire, tiens d'ailleurs. Si par exemple on avait donné 2 tickets directs à l'Euroleague aux 2 finalistes, c'était donc Montpellier, enfin Lyon d'abord en tant que champion, et Montpellier en tant que dauphin, et l'équipe la mieux classée à la fin du championnat de la saison régulière, c'était Bourges qui avait terminé deuxième d'ailleurs. Donc Bourges, on aurait peut-être pu leur donner un accessite de la sorte. Voilà, moi c'est une compétition, plus j'y pense et plus je me dis que en fait, en plus c'est pas une compétition très populaire pour avoir assisté à quelques matchs de Coupe de France. Souvent les matchs donc sont programmés, ça arrive parfois qu'ils soient programmés en semaine. Là je suis pas allé voir, là ça commence un vendredi, mais est-ce que par la suite ce sera encore les week-ends? Enfin, la finale bien entendu c'est un week-end. Et en fait souvent je trouve qu'il n'y a pas grand monde dans les salles d'ailleurs pour assister à ces matchs-là. Donc je me demande un petit peu, je me pose la question du prestige et de l'intérêt de cette compétition. En dehors de la finale, bien entendu, la finale c'est un moment exceptionnel, bien sûr qui est super intéressant à vivre à Bercy. Allez, voilà, petit instant polémique où je suis en train de me demander si la Coupe de France ne serait-elle pas une coupe en bois? Allez, on passe à la suite. On passe à la WNBA. WNBA, donc comme toutes les semaines, je vous fais un petit point sur le classement. Là, on est à plus de 50% de la saison. En tout, il y a 34 matchs de saison régulière. Et là, pour la plupart des équipes, même si elles n'ont pas toutes le même total de matchs, là, on est tout près des 20 matchs. Et donc, le classement, il commence à ressembler à quelque chose. Il peut déjà vous donner une idée du classement final. D'autant que, en fait, la 8e place qualificative pour les playoffs, les 8 premiers sont qualifiés en playoffs, eh bien, il y a quand même 2 victoires d'écart entre Minnesota et New York. Minnesota qui était bien classé il y a quelques semaines et qui là a pas mal redescendu. En revanche, vous voyez qu'il y a un vrai statu quo là, sur la dernière semaine, puisque seuls Los Angeles et Chicago ont pris 2 places à Seattle. Seattle qui est descendu. Bon, vous voyez toujours Connecticut en tête, avec 60%, près de 70% de victoires. En fait, Connecticut et Las Vegas Ace ont le même bilan. 13 victoires, 6 défaites.
plus d'un tiers de victoire. Donc ça, c'est un rythme de champion. Washington est 3e, 12 victoires et 6 défaites, mais il suffit d'une victoire pour qu'elles aient exactement le même bilan que Connecticut et Las Vegas. Ensuite, on a un petit groupetto là, à 57% de victoire, hein, qui est Los Angeles, Chicago, Seattle. Et ensuite, un autre groupe qui est constitué à 10 victoires de Minnesota et Phoenix, sachant que Phoenix a 2 matchs en moins. Donc Phoenix pourrait très bien se retrouver avec le groupe du dessus. Donc ça fait 50-55% de victoires, enfin 50% pour Minnesota, 10 victoires, 10 défaites. Et à la traîne, bien sûr, New York, Indiana, Dallas et Atlanta. Dallas et Atlanta dont on a parlé la dernière fois et qui sont toujours les deux, entre guillemets, les deux lanternes rouges de la WNBA. Et aujourd'hui, on va parler des deux équipes qui sont juste au-dessus. Donc Indiana Fever et New York Liberty. On a déjà parlé un tout petit peu de New York, enfin même un petit peu beaucoup de New York sous l'angle de Marine Johannes, hein, qui a fait donc ses 4 premiers matchs. Je crois que c'est 4 matchs. Il y a peut-être eu un 5e match là que j'ai pas regardé. Je pense 4 premiers matchs. Qui a fait un superbe 3e match. On en a déjà parlé la dernière fois. En revanche, pour son 4e match, elle a beaucoup moins joué. Allez, on va regarder ça. Au niveau Indiana Fever. Allez, première petite analyse, rapide analyse hein, sur l'Indiana Fever. Et la meilleure marqueuse, c'est Casey Mitchell, devant Erica Wheeler, Candice Dupree, et ensuite Nathalie Achonwa, Tiffany Mitchell, Teira McCowan, Bettinia Laney, Shanice Johnson, Kennedy Burke, Paris Kea, Stephanie Mavunga, Erica McCall et Victoria Vivians. Donc là c'est classé. Ah, je ne voyais pas Victoria Vivians d'ailleurs sur l'écran. En tout cas, elle a joué 0 match. Donc c'est pas bien grave. Là c'est classé dans l'ordre des marqueuses, hein, du point par match. Ici c'est cette colonne-ci, la 4e colonne, point per game. Donc vous voyez Casey Mitchell est la meilleure marqueuse avec 12,8 points. Et puis ici, sur juste la colonne de gauche, on voit le nombre de minutes jouées. Donc effectivement, il y a des joueuses qui marquent un petit peu moins de points, qui ont des rôles un peu plus défensifs, notamment pour aller capter du rebond. Voilà, on a des joueuses qui marquent un petit peu moins de points, mais qui font un peu plus de rebond, qui ont un rôle plus défensif. Alors, Indiana Fever, c'était la plus mauvaise équipe l'année dernière. Donc là, pour le coup, ils s'en sortent un petit peu mieux. En fait, l'année dernière, Indiana Fever avait fait 6 victoires pour 28 défaites. Donc 18% de victoires uniquement. Terminée dernière. C'était la pire attaque et c'était la 2e pire défense de la ligue. Et cette année, en fait, elles sont déjà à 6 victoires. Ça veut dire qu'à la moitié de la saison, à un petit peu plus de la moitié de la saison, elles ont déjà autant de victoires que l'an dernier. Donc déjà, il y a une vraie progression de la part de cette équipe. Là, elles sont à 29% de victoires, presque un tiers. 10e, ça va être dur quand même d'aller accrocher les playoffs. En tout cas, sur ce rythme-là, ça va être impossible. Il faudra vraiment enchaîner les victoires. Et je vous ai fait un petit focus sur des joueuses qu'on connaît quand même. Des joueuses qu'on connaît notamment en Europe. Et notamment qui ont fait parler d'elle l'année dernière. Je vais commencer par Erica Wheeler. Erica Wheeler, c'est une équipe qui n'a pas beaucoup de références en WNBA. Là, elle est dans l'Indiana depuis 2016. Et l'an dernier, elle a mis 7,8 points. C'était vraiment pas une joueuse majeure. Et puis les années précédentes, elle avait joué assez peu. Elle marquait assez peu également. Donc c'est une arrière de 28 ans. Elle est américaine. Et elle est donc passée par Salamanque. Puis par Nadezhda Orenbourg. Et l'an dernier, elle a gagné l'Eurocup avec cette équipe face à Montpellier. Et on se rappelle de la finale qu'elle avait faite. Et notamment sur le parquet de l'AT Montpellier avec des tirs... des tirs hyper durs, hyper compliqués. Elle a fait gagner son équipe vraiment à la fois avec son adresse, à la fois avec son énergie aussi. Elle s'est énormément battue sur le terrain. Elle a apporté vraiment une grinta à son équipe. Elle a fait partie des... Voilà, il y avait, grosso modo, il y avait 3 ou 4 joueuses très très importantes dans cette équipe et elle en faisait vraiment partie. Et donc en Eurocup, elle tournait à 15 points de moyenne, 6,3 rebonds de moyenne par match et 4,7 passes décisives. Voilà, un energizer. En plus, elle prend des rebonds, en plus, elle fait des passes.
Et en WNBA, l'an dernier, 7,8 points uniquement. Et cette saison, quand même, elle est à 12,3 points. Donc elle a quasiment doublé, on n'est pas encore là, mais elle a largement augmenté son nombre de points. Au niveau des rebonds, elle n'est pas aussi active qu'en Eurocoupe. Et au niveau des passes, elle est un petit peu plus active qu'en Eurocoupe. Donc c'est la maître à jouer, c'est la maîtresse à jouer, pour être plus exact. Avec 5,8 passes, c'est un très très bon total ça. Et 12,3 points. Donc vraiment, c'est la joueuse qui fait jouer Indiana Fever. Même si Indiana n'est pas une grosse équipe, Erica Wheeler a passé un cap cette année, et je pense notamment qu'elle a passé un cap au niveau de l'Eurocoupe cette année, aux dépens notamment du BLMA. Et vraiment, c'est une joueuse à suivre dans les années futures. Elle n'a que 28 ans. Je pense qu'elle a encore 4-5 ans peut-être devant elle pour être au plus haut niveau et peut-être encore progresser. Si elle a progressé cette année, là, dans sa 27-28e année, vous savez que ce sont des âges où les athlètes arrivent à maturité physique, vraiment. Alors en plus, on emmagasine de l'expérience et en plus au niveau technique, avec beaucoup d'entraînement, on peut aussi encore progresser. Donc c'est vraiment un bon âge, vraiment. À 28 ans, c'est 27-28 ans, c'est vraiment les bonnes années. On peut durer 4-5 ans au très très haut niveau. À suivre, Erica Wheeler dans cette WNBA. Et puis l'année prochaine à Orenbourg, je crois que j'avais fait un entre-deux en disant qu'elle restait à Orenbourg, mais je l'ai un peu oublié. Je crois qu'elle reste à Orenbourg l'année prochaine. Autre joueuse très connue en Europe, c'est Candice Dupree. Candice Dupré, à la française. C'est probablement d'ailleurs un nom d'origine française. Intérieure de 34 ans, américaine, à Indiana depuis 2017, passée par Cracovie, Košice, Spartak, Dynamo Kursk et Sopron là depuis 2 ou 3 ans. Et c'est une des joueuses majeures de l'équipe de Sopron, demi-finaliste de la dernière Euroleague. D'ailleurs, elle tournait à 13,7 points et 6,3 rebonds en Euroleague 2019. Et en WNBA, l'an dernier, elle tournait à 14,2 points, donc un score encore supérieur à l'Euroleague. Et cette saison, c'est un peu chuté, elle est à 11,5 points. Donc peut-être est-elle un tout petit peu moins performante au niveau des rebonds. C'est 5,7. 5,7 et j'ai dit qu'elle faisait 6,3 en Euroleague. Donc elle est sur des ratios un tout petit peu inférieurs à l'Euroleague. Alors il y a peut-être une adversité qui est différente et qui est peut-être plus homogène. En tout cas, sur les postes intérieurs, je veux bien le croire. Enfin, je vais vous parler de Stéphanie Mavunga. Stéphanie Mavunga, qui est l'une des recrues, des nouvelles recrues de Montpellier, qui est une intérieure de 24 ans, qui est une américaine née au Zimbabwe. Donc nouvelle recrue de Montpellier en provenance d'Enissé, qui est une équipe russe. D'ailleurs, est-ce que Enissé sera en Eurocoupe cette année? Je ne l'ai pas vu. Est-ce qu'Enissé sera en Eurocoupe cette année? Je vois qu'il y a le Spartak. Il y a une autre équipe de... Oui, voilà. Enissé sera en Eurocoupe cette année. Donc c'est une équipe d'Eurocoupe très régulièrement. Donc Stéphanie Mavunga vient de cette équipe-là. En Eurocup, elle tournait à 24,8 points et 12,4 rebonds, donc en 2018, l'année dernière, enfin en 2018-2019, saison 2018-2019, la saison qui vient de s'achever. Et en WNBA, elle a une très faible expérience. D'ailleurs, je ne sais plus quand est-ce qu'elle est arrivée dans l'Indiana, mais c'est assez récent. Et en tout cas, l'an dernier, vous voyez, elle a marqué 2,2 points, donc probablement qu'elle jouait très peu. Et cette saison, c'est encore une des joueuses qui joue le moins, puisqu'elle a joué uniquement 14 matchs sur les 21 possibles. Et elle joue en moyenne 7,5 matchs. Donc elle joue assez peu. Et en points, mais elle met 1,8 points, donc même encore un peu moins que l'an dernier. Peut-être qu'elle joue encore un petit peu moins que l'an dernier. Donc à voir. On verra ce que ça donne en championnat de France. C'est quand même un point d'interrogation. Cette joueuse, on la connaît assez peu. Donc l'an dernier était en Russie, mais pas dans une équipe majeure. Pas dans une équipe non plus qui est allée fort loin en Eurocup. C'est pas Nadejda Orenbourg de sa coéquipière Erica Wheeler. Voilà pour Indiana. Tiens d'ailleurs, hop, je suis déjà au focus, donc je l'ai mis là dans la petite
dans la petite rivière ici en dessous. Nous allons passer à New York. Alors, New York, l'an dernier, c'était pas terrible. D'ailleurs, un peu comme Indiana, d'ailleurs. Parce que l'an dernier, Indiana était dernier et New York était avant-dernier. 7 victoires, juste une de plus qu'Indiana, en fait. Pour 21%, 7 victoires et 27 défaites, pour 21% de victoires, 11e au classement, avant-dernier. 15 victoires de moins qu'en 2017, avec une équipe qui était pourtant à peu près la même. Mais le coach, c'était Bill Laimbeer, le bad boy des Detroit Pistons. Je ne vais pas vous faire un point sur Bill Laimbeer. Si vous ne connaissez pas Bill Laimbeer, tapez ça dans YouTube notamment, vous trouverez des vidéos très sympas. Et Bill Laimbeer est parti au Las Vegas Ace. Bill Laimbeer, qui était élu l'un des deux coachs pour participer à l'un des deux coachs du All-Star Game. Et New York qui est à déjà 8 victoires, une de plus que l'année dernière, à un peu plus de la moitié du championnat de la saison régulière. Donc 8 victoires pour 11 défaites, 42% de victoires, 9e position. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pas trop loin, on va dire quand même à 2 victoires. À 2 victoires de Minnesota, à 2 victoires des playoffs, c'est jouable quand même, il reste une demi-saison à achever. Hop, je suis ici à New York. Donc vous voyez les meilleures marqueuses dans l'ordre: Tina Charles, Kia Nurse, Asia Durr, Amanda Zahui, qu'on connaît bien, Marine Johannes, voilà, qui a fait son 4e match. Mais elle a très peu joué. Au 4e match, elle a très peu joué, très peu marqué. Donc en fait, c'est tout simple. D'ailleurs, petite aparté Marine Johannes. En fait, quand Marine Johannes joue plus de 20 minutes, Marine Johannes est la meilleure marqueuse du match. Ça arrive qu'une fois. Et New York gagne 4 matchs joués par Marine Johannes. Un seul match vraiment où elle a joué beaucoup. Elle a été la meilleure joueuse du match, mais elle n'a pas terminé le match. La coach ne l'a pas fait terminer le match. Elle n'était pas présente dans le money time. Mais tout ce qu'elle avait fait avant a fait gagner son équipe. Et sur les 4 matchs, c'est la seule victoire de New York. C'est aussi le seul match qui avait lieu à domicile, me semble-t-il. Le dernier match, je ne sais plus trop. Mais là, elle a très peu joué. Je crois qu'elle a joué 6 ou 7 minutes, pas plus. Et donc New York a perdu. Enfin voilà. Pour gagner, Madame Smith, donc qui est la coach c'est Cathy Smith, la coach de New York. Pour gagner, Madame Smith, il faut faire jouer Marine Johannes. Enfin, j'espère qu'elle jouera plus. J'espère qu'on lui fera plus confiance. Et sincèrement, on voit Bria Hartley qui est devant elle en termes de temps de jeu, elle n'est pas tout à fait dans le 5 majeur, Bria Hartley, puisqu'elle a disputé que 5 matchs. Elle a disputé que 5 matchs finalement sur les 9 qu'elle a disputés. Bon, il faut dire que comme Marine Johannes, elle était aussi absente pendant l'Euro, donc il y a quelques matchs qui se sont joués. Et on voit qu'elle joue en moyenne 23 minutes et demie. On n'a que 2 joueuses vraiment qui sont Kia Nurse et Tina Charles qui sont même on peut mettre Asia Durr aussi qui est proche des 30 minutes, et ensuite on a Amanda Zahui, Bria Hartley et Brittany Boyd qui jouent un petit peu plus. Voilà, qui sont à 3 postes. Voilà, elles sont à peu près 6 vraiment à jouer de façon significative. Ensuite, vraiment, on a des temps de jeu à 16 pour Marine Johannes, 18 pour Reshonda Gray et Tanisha Wright. Rebecca Allen, qu'on connaît aussi un petit peu en Europe, qui est à 16 minutes également, comme Marine Johannes. Et alors, Naomi Hancock, je vous en parlerai un petit peu par la suite. Naomi Hancock, elle ne joue que 11 minutes. Elle a participé à 13 matchs. Elle n'a vraiment pas l'occasion de se mettre en valeur, Naomi Hancock, ce qui est assez surprenant. C'est une joueuse dominante en France. Notamment, elle a été élue meilleure joueuse de la Ligue féminine il y a 3 saisons, rappelez-vous. Donc l'année dernière, c'était Catherine Plouffe. Cette saison, la saison qui vient de s'écouler, c'était Elena Siak, la meilleure joueuse, la MVP de Ligue féminine. L'année précédente, c'était Catherine Plouffe. Et donc l'année 2017, si ma mémoire est bonne et ma comptabilisation est bonne aussi, c'était Naomi Hancock et Kounoué.
Là, elle joue très peu avec New York. Allez, on va faire un petit focus sur quelques joueuses du New York Liberty et on va parler principalement de Tina Charles qui est vraiment la star de cette équipe depuis plusieurs années. C'est un pivot, c'est une pivot ou une pivote, on va dire une pivot de 30 ans, américaine, voilà, qui a gagné les 4 dernières médailles d'or des États-Unis dans les compétitions mondiales, Coupe du Monde et Jeux Olympiques, donc en 2018, 2016, 2014 et 2012. Elle mesure 1m93. Là, à la dernière Coupe du Monde 2018, elle tournait à 10,3 points, 7,3 rebonds. C'était pas forcément une joueuse du 5 majeur, mais elle jouait à peu près une vingtaine de minutes par match. Elle est à New York depuis 2014, j'ai failli dire 1994, donc peut-être pas quand même. Pas autant que ça. Et en Europe, elle est passée par Nadezhda Orenbourg, Galatasaray, Cracovie, Dynamo Moscou, Fenerbahçe, et là, depuis quelques saisons, elle est en Chine. Et en WNBA, la saison sur ces 8 dernières saisons, en fait, depuis qu'elle est en WNBA, elle a une moyenne de 18,3 points, donc vraiment joueuse très très importante au niveau offensif en WNBA, c'est une grosse joueuse de WNBA. Et l'an dernier, elle tournait même à 19,7 points. Vous voyez que cette année, elle est un petit peu en dessous, mais l'équipe tourne un petit peu mieux, donc pourquoi pas. Donc elle est à 17,2 points, c'est quand même la meilleure marqueuse de ce New York Liberty. Donc c'est elle qui est en photo ici face aux Nigérianes à la Coupe du Monde 2018. Donc je vous ai parlé aussi de Kiah Nurse. Kiah Nurse, on l'a découverte l'an dernier, notamment avec l'équipe du Canada, justement, à cette Coupe du Monde. Elle a vraiment fait une très très belle Coupe du Monde. Elle est toute jeune, elle a 23 ans. Elle est donc canadienne. Elle est à New York depuis 2018. Elle a été draftée l'an dernier, en 2018, où elle tournait à 9,1 points. Et regardez, cette saison, elle est à 15,4 points, ce qui peut expliquer aussi que la répartition du scoring, elle est un petit peu, plus importante entre ces deux joueuses, et l'an dernier, il y avait sûrement un peu plus de ballons pour Tina Charles. Donc c'est une arrière, elle a tourné à 18,2 points à la Coupe du Monde, elle a fait une très très grosse Coupe du Monde, Kiah Nurse. Et je vous ai noté aussi les autres joueuses qu'on connaît, Amanda Zahui, donc la géante, l'intérieur très, très imposante de l'équipe de Suède, qu'on a vu à l'Euro notamment, face à l'équipe de France et face à Sandrine Gruda, qui a réussi à bien entre guillemets, à diminuer un tout petit peu son impact. Et bien entendu, les Françaises, Bria Hartley, je ne sais toujours pas comment on dit d'ailleurs, Bria Hartley, dirons-nous, Marine Johannes, et Nayo Rencock et Kounoué. Donc Nayo Rencock et Kounoué qui jouent encore moins, effectivement, qui jouent très peu, et Marine Johannes. Alors Bria Hartley, elle est installée dans le collectif depuis plusieurs années, donc elle a beaucoup plus de temps de jeu. Voilà, écoutez, on arrive à la fin de cette émission. J'espère que ça vous a plu. Tiens, je vais vous poser une question, allez. Est-ce que d'après vous, New York peut aller accrocher les playoffs? Et est-ce que vous pensez que vraiment Marine Johannes a un rôle à jouer là-dedans? Alors j'avais déjà posé la question, est-ce que Marine Johannes va devenir une star de la WNBA? Visiblement, on n'est pas tout à fait prêt à lui donner du temps de jeu. C'est ce qui a l'air de ressortir. Est-ce que vous croyez que Marine Johannes peut réussir à forcer un peu le temps de jeu? Voilà, par ses bonnes performances. Alors sur le dernier match, elle a moins joué et elle a été moins performante que sur les 3 matchs précédents. Elle est sortie uniquement avec 50% de réussite. Alors que d'habitude, elle était au match 3, elle a fait 100% de réussite, forcément. Est-ce que vous pensez que Marine Johannes a un rôle à jouer pour être le facteur X de New York et permettre à New York peut-être d'aller jouer les playoffs? Allez, petite question pour ceux qui aiment suivre la WNBA. Sinon, il me reste à vous souhaiter une excellente journée, d'excellentes vacances, un excellent été en tout cas, si vous n'êtes pas en vacances tout l'été. Là, on est fin juillet, ça va être le chassé-croisé bientôt. Le prochain week-end, j'imagine que c'est le chassé-croisé, à moins que c'était le week-end précédent. En tout cas, je vous souhaite le meilleur.
de continuer à suivre le basket, parce que le basket ne s'arrête jamais, vous l'avez vu, il y a la WNBA, il y a les compétitions de jeunes, il y a le basket 3-3, il y a beaucoup de choses à suivre. Alors en plus, nous, on ne s'occupe que du basket féminin dans cette émission, mais il y a beaucoup de choses à suivre aussi du côté masculin. Je vous invite à aller voir une nouvelle fois la dernière émission Une carte à jouer qu'on a tournée avec Fred Dussard sur un conseil tactique à donner à un joueur, à une joueuse, amateur, à tout niveau finalement, tout niveau. Éventuellement, ça peut servir aussi au coach, c'est très intéressant ce qu'il y a dans cette vidéo, regardez-la en entier. Je vous dis que ça commence à être très intéressant au premier tiers de la vidéo. Au début, c'est plus une présentation, si vous connaissez déjà Fred Dussard, vous n'apprendrez rien, mais derrière, vous pouvez aller voir un petit peu plus en détail. Il y a des choses tout à fait intéressantes. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, si vous n'avez pas encore téléchargé notre vidéo Joue-la comme Proust avec 5 super joueuses de ligue féminine à qui j'ai posé des questions de personnalité. Donc dans cette vidéo, il y a Amel Boudera, Alix Duché, Maud Médenou, Clarence Jaldi-Tabdi et Pauline Littard qui ont répondu à mes questions. Donc vous pouvez trouver cette vidéo à télécharger au-dessus dans les commentaires, enfin dans la description ou en dessous dans la description, selon que vous soyez sur Facebook ou sur YouTube, vous verrez le lien dans la description. Allez télécharger cette vidéo, vous la recevrez directement dans vos emails. Je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à très bientôt, ciao et vive le basket féminin. Ciao ciao.